6h-9h, Paléo Futur. Antoine Droux, Laurent Haug. Laurent Haug, bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes investisseur spécialisé en nouvelles technologies, en technologies numériques. Vous êtes notre paléofuturiste sur la première, Paléo Futur. Ça nous permet d'explorer le passé pour mieux comprendre notre présent, pour mieux comprendre comment notre société évolue. Aujourd'hui, on va parler de drogue. Antoine, vous avez bu un café ce matin ? Oui, bien sûr. Un, deux, trois, je les compte plus moi de toute façon. Eh bien, au XVIe siècle, sous l'Empire ottoman, le sultan Mourad IV vous aurait probablement mis en prison puisqu'à l'époque, le café était considéré comme une substance interdite. Ça montre bien que le regard sur ces différents produits évolue et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui dans Paléo Futur. La drogue, depuis des décennies, depuis des siècles même, elle fait toujours l'actualité. On n'arrête jamais d'en parler en Suisse en ce moment, c'est la dépénalisation, c'est l'arrivée du CBD, pour les petites quantités légal. Oui. Voilà, pour les petites quantités, les États américains qui légalisent la production, la vente et la consommation à titre récréatif. La drogue dans le monde aujourd'hui, c'est 250 millions de consommateurs, ça fait 5% de la population mondiale, c'est 30 millions de personnes qui souffrent de troubles pour cette raison, 29,5 pour être précis, et c'est 207 000 décès par an dans le monde que pour l'usage, hors violence liée au trafic. Ouais, quelques exemples de ces normes qui évoluent par rapport à certains produits au fil des décennies. L'alcool, par exemple, on se souvient tous de la prohibition aux États-Unis, c'était interdit. La prohibition, 1920-1930, interdiction totale, et aujourd'hui, ça perdure dans certains pays musulmans dans lesquels on ne consomme pas d'alcool, et aussi dans des dry counties américains. Je pense que c'est les endroits où Donald Trump fait des très très bons scores, où on ne peut pas acheter d'alcool. Beaucoup d'États occidentaux, comme le Canada, les pays scandinaves, réglemente sévèrement la consommation d'alcool à travers des monopoles d'État, des taxes élevées, des ventes interdites après 20 heures. Autre produit de grande consommation sur lequel le regard a beaucoup évolué au fil du temps, c'est le tabac. C'est le tabac découvert au XVe siècle, un certain Christophe Colomb. Au début, c'est loisirs et santé. On va y revenir, on va aller voir que vous avez des médecins qui vous recommandaient à vos enfants de fumer. Au XVIIe siècle, le tsar Fédorovitch de Russie décrète que toute personne prise en possession de tabac doit être torturée jusqu'à dénoncer son fournisseur, son dealer. Donc on passe de loisirs à peine de mort. Mourad IV, encore lui, introduit la peine de mort pour les fumeurs. Oui, carrément, ça va très 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 loin. Et ça n'a bien sûr jamais empêché personne de fumer. 100 millions de morts liés à la cigarette pour le seul XXe siècle, et c'est toujours légal, sauf dans 2 pays, le Bhoutan et le Turkménistan. C'est la même chose pour le cannabis. Un peu la même histoire, produit tous les jours, loisirs, médecine dans l'Antiquité depuis très très longtemps. 1930, interdiction dans la plupart des pays. 1937, possession devient illégale aux USA. 1966, plus aucun pays au monde n'a dépénalisé le cannabis, et puis on repart dans l'autre sens. 1976, la Hollande. 2018, légalisation dans 34 pays. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'on arrive à raconter un peu les débuts de cette industrie de la drogue ? Au début, on est motivé par la recherche de remèdes contre la douleur physique, les accouchements, les fractures, les maux de dents. Dans l'Antiquité, on n'a pas beaucoup de solutions par rapport à ça. Et donc, on retrouve une logique d'innovation qu'on a ces jours-ci. C'est que c'est motivé par des raisons nobles. Et puis après, peut-être, ça se retourne contre la société, comme certaines innovations actuelles. Mais à l'époque, on n'a rien pour soulager la souffrance, à part quelques herbes médicinales, jusqu'à ce que les Sumériens, c'est l'actuel Irak, découvrent les propriétés d'un jus de plante, le pavot, dont les gouttes blanches font des miracles. On appelle ça la plante de la joie, ou alors, sous son nom latin, l'opium. Ça fait un raz-de-marée en Asie mineure, en Méditerranée, à commencer par l'Égypte. Et puis, c'est décrit comme analgésique et somnifère dans le Papyrus Ebers, qui est un des tout premiers traités médicaux de l'histoire. Hippocrate, Galien, Pline l'Ancien en font l'un des principaux outils de la médecine antique pendant 1000 ans. Et en l'an 312 à Rome, vous avez 800 magasins qui vendent de l'opium avec un prix fixé par l'empereur. Donc on retrouve des parallèles avec les pays qui aujourd'hui ont un contrôle étatique sur l'alcool.
Et puis, on reconnaît aussi que les excès sont néfastes. Je sais pas si à Rome, en l'an 312, dans les magasins, c'était écrit à consommer avec modération, mais on avait bien conscience qu'il y avait un problème. Et alors, à l'époque, très intéressant, il y avait aussi un usage religieux. Par exemple, il y avait le culte des mystères d'Éleusis au nord d'Athènes, où on consommait de la drogue en l'honneur de Déméter, de Hadès ou de Dionysos. L'opium, c'est la seule drogue de l'Antiquité ? Non, alors il y a la ciguë qui tue Socrate, l'alcool, avec le vin et la bière, on n'a pas encore les alcopops à l'époque. Il y a le chanvre indien qu'on mâche, qu'on fume, qu'on consomme sous forme d'huile, de potion, de résine. Et de nouveau, par rapport à ce chanvre, les médecins alertent rapidement un certain Galien qui dit que consommer en grande quantité, les graines affectent la tête en lui envoyant des vapeurs chaudes et toxiques. Et alors, il y a des premières traces de régulation et de sanctions, c'est aux Jeux Olympiques en Grèce. On inflige des amendes aux athlètes qui se sont dopés avec des drogues comme du lait maternel, qui est censé donner de la force, et du vin. Objection! Contestation! Réclamation! J'accuse Brutus d'avoir fait usage de la potion magique qui donne une force surhumaine. Là? Moi j'ai triché. Mais tu perds la tête, petit Gaulois. Brutus n'a pas besoin de potion magique pour gagner. Un bond dans l'histoire, on passe de l'Antiquité au XVe siècle, 1492, Christophe Colomb découvre ce qui s'avérera être l'Amérique. Il découvre aussi cette nouvelle drogue qui va très rapidement arriver sur le marché européen, ça s'appelle le tabac. Vous appelez ça drogue, mais à l'époque c'était un médicament à la cour de France. Il y a un certain Jean Nicot qui a donné ensuite le nom nicotine, voilà, qui envoie de la poudre de cette plante à Catherine de Médicis pour traiter les migraines de son fils François II. À terme, ça va amener un monopole d'État dans beaucoup de pays, ça devient un phénomène culturel, et donc ça part un petit peu de la noblesse pour arriver vers une adoption de masse et vers le reste de la population. Et là, on retrouve un schéma qui est similaire à celui de l'opium et ensuite à beaucoup de drogues futures, c'est que c'est un médicament, c'est perçu en tout cas comme un médicament, il y a une adoption confidentielle, il y a ensuite une adoption de masse et un problème social et donc une régulation. Et aussi le tabac, c'est une des premières drogues qui est globalisée parce que les navigateurs espagnols et portugais la distribuent partout dans le monde. Je suis amoureux d'une cigarette. Toute la sainte journée, elle me colle au bec. Disruption, c'est un mot à la mode qu'on met à toutes les sauces. Disruption, la drogue s'est fait disrupter, elle a été bousculée par la chimie. Quand la chimie arrive, ça bouscule complètement tous ces psychotropes, tous ces produits. L'opium, par exemple, évolue. Il devient le laudanum, qu'on aura surnommé l'aspirine du 19e siècle, parce que tous les foyers anglais en ont dans leur tiroir. Au 17e siècle, il y a des Hollandais installés à Taïwan qui bricolent dans leur cuisine et qui mélangent de l'opium et du tabac, et ça devient le chandu, c'est l'opium qui se fume dans les fumeries. Et alors, on arrive ensuite sur les drogues de synthèse. Alors, 1803, la morphine, dont le nom vient de Morphée, la déesse du sommeil, vite commercialisée par les premières firmes pharmaceutiques comme Merck, sous forme d'injection, et la guerre de sécession généralise la morphine. 400 000 soldats en reviennent dépendants et ils peuvent se la procurer librement et sans prescription. Avec aussi, dans ce domaine de la drogue, la Suisse comme terre d'innovation. On parle évidemment d'un certain Albert Hofmann. En 1950, le LSD, un dérivé de l'ergot de seigle, qui est découvert par hasard par Monsieur Hofmann, et puis qui va avoir une vie assez mythique à travers toute la contre-culture américaine, l'écriture sous LSD, le journalisme gonzo. En 1980, il y a le crack, qui est la cocaïne mélangée à du bicarbonate de soude. En 1990, le crystal meth, qui est une forme de méthamphétamine qu'on peut fumer, et ce qui a été rendu célèbre par la série Breaking Bad. Ce qui est intéressant, si on fait un parallèle avec le monde actuel de l'innovation, c'est que on voit que ça vient des fois des startups, ça vient des fois des grandes entreprises. Il y a de l'innovation itérative, on prend un produit, on le fait évoluer, puis il y a de l'innovation disruptive. En tout cas, il y a clairement une accélération de l'innovation. Parmi toutes ces substances, il y a vraiment ce cas fascinant, c'est celui de la cocaïne.
Découverte en 1857, alors c'est vraiment un produit qui a une vie extraordinaire au sens littéral du terme. Pour vous dire, il y a un chimiste corse, Angelo Mariani, juste après la découverte de cette substance, qui la mélange à du vin de Bordeaux et qui la vend comme vin tonique. C'est un succès ahurissant pendant des décennies. Le vin Mariani devient le médicament le plus prescrit au monde. L'armée française en fournira aux poilus à partir de 1916. C'est une marque qui a des ambassadeurs comme la reine Victoria ou le pape Léon XIII. Qui font la pub pour le vin tonique. Qui font le George Clooney pour le vin tonique avec de la cocaïne dedans. Tu m'étonnes qu'il était tonique le vin, s'il rajoutait de la coco dedans. Ça devient la drogue préférée des armées aussi, la cocaïne. En 1884, Merck en fait donner aux soldats allemands en Bavière. C'est un succès total. L'armée apprécie énormément l'énergie que le produit donne à ses hommes. Et là, on voit un lien qui va se répéter dans l'histoire. C'est la combinaison drogue plus soldat. Alors, c'est la pervitine pour les soldats allemands de la Seconde Guerre mondiale, les méthamphétamines pour les GIs du Vietnam, le Captagon pour les djihadistes. À chaque fois, c'est le même but, c'est de créer des surhommes temporaires, inépuisables, plus, ouvrez les guillemets, lucides et résistants. Et à chaque fois, c'est le même désastre au sevrage. Et on voit bien ici qu'il y a une véritable ambiguïté entre la relation que peuvent avoir les États avec les drogues, puisque dans ces cas-là, ça les arrange plutôt. Il y a clairement un usage militaire des drogues. Chef, oui, chef! Engagé Guignol, pourquoi tu es dans ma chère unité? Chef, pour tuer, chef! Donc tu es un tueur? Chef, oui, chef! Fais-moi voir ta gueule de guerrier! Chef! T'as une gueule de guerrier? Ah! Il y a aussi des psychiatres et des entrepreneurs qui se saisissent de la cocaïne, si j'ose dire. Freud, notamment le célèbre psychanalyste, le père de la psychanalyse moderne. Il en fait une promotion acharnée en 1884 dans un article célèbre qui s'appelle Uber Coca, qui n'a rien à voir ni avec une marque de soda, ni avec une marque de taxi. Et en fait, il y voit le traitement idéal de la mélancolie. Il recommande ça pour combattre l'addiction de la morphine. Donc prenez de la cocaïne pour arrêter de prendre de la morphine. Et alors il y a un très 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 célèbre pharmacien qui s'appelle John Pemberton qui en 1886 crée un soda à base de graines de cola qui sont riches en caféine et de feuilles de coca qui diffusent de la cocaïne. Ça deviendra bien sûr le Coca-Cola. Donc on voit à travers la cocaïne le regard complètement différent qu'on peut avoir sur un produit selon l'époque et selon l'angle avec lequel on le regarde. Oui, et ces produits, on parlait tout à l'heure d'Albert Hoffman, le fameux chimiste bâlois qui a inventé le LSD. Il y a un autre laboratoire pharmaceutique qui lui a inventé l'héroïne. Présenté au début comme un moyen de se guérir de la morphine et de la cocaïne. Alors, c'est très très fort. On est addict à la morphine, on vous a dit. On vous donne de la cocaïne pour plus prendre de morphine et maintenant c'est l'héroïne pour ne plus prendre de cocaïne. Donc il y a une sorte de fuite en avant technologique, comme on voit aujourd'hui où pour résoudre des problèmes technologiques, on remet une technologie supplémentaire. Et 1 an après la découverte de l'héroïne, c'est 23 pays dans lesquels elle est exportée. C'est une mise sur le marché plus rapide qu'aujourd'hui. Je pense pas qu'il y a les mêmes phénomènes de régulateurs qui prend 10 ans avant de valider un produit. Personne n'écoute à l'époque les rares voix qui s'élèvent contre les possibles symptômes de sevrage. En 1900, 600 médicaments contiennent de la morphine, des opiacés, etc. La plupart sont en libre accès. Ce sont de véritables produits de consommation de masse, bien avant l'agroalimentaire et tout ce qu'on connaît aujourd'hui. En 1900, 1 gramme de cocaïne, ça coûte 25 cents et 1 gramme, c'est à peu près 8 lignes. 25 cents. Et c'est légal à l'époque. C'est légal et du coup ça a, entre guillemets, quelques bons côtés. Il n'y a pas de marché noir et donc il n'y a pas de criminalité liée au marché noir. Mais petit à petit, on se rend compte qu'il y a des vrais graves problèmes de santé publique. On n'avertit absolument pas les consommateurs des dangers potentiels. Et donc en 1900, 330 000 Américains consomment régulièrement de l'opium et de la morphine. Et c'est là que le vent tourne, c'est quand il commence à y avoir de plus en plus de problèmes de santé publique. 19e, explosion de la consommation. 20e siècle, prise de conscience des effets négatifs. Et là, c'est le début de la guerre des États contre les drogues. En 1905, aux US, série d'articles qui révèlent au grand public les ravages silencieux des drogues en libre accès. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que Coca-Cola retire la cocaïne de ses sodas. Aujourd'hui, il ne retire que le sucre. Première législation prohibant le commerce de drogue, 1905, le Food and Drug Act. 1912, Convention internationale de l'opium à La Haye, qui est le premier traité international de lutte.
Et là, à partir de ce moment-là, plus les années passent, plus le ton se durcit encore et encore. La loi devient de plus en plus dure, les sanctions de plus en plus lourdes, et on sent qu'il y a aussi un changement de discours de la part des politiques, alors qu'ils ne vont pas hésiter même à utiliser la haine de certaines communautés pour justifier la guerre contre la drogue. On va dire que c'est les Chinois qui contaminent la jeunesse américaine avec l'opium, on va dire que c'est la communauté noire qui est responsable de crimes sous l'emprise de la cocaïne. D'ailleurs, on dit que la cocaïne rend ces hommes noirs invincibles, violents, impossibles à abattre. On va changer le calibre des armes des policiers dans le sud des États-Unis. Bon voilà, c'est des clichés. On associe ces problèmes sociaux avec certaines communautés. Ça permet de durcir le cadre législatif. Moralement, c'est extrêmement discutable. Par mer, par avion, la cocaïne arrive actuellement dans tous les pays d'Europe, où là, les différentes filières se croisent et se recroisent. Si d'une part, la Suisse apparaît clairement comme un pays de transit, elle reçoit également des quantités toujours plus importantes pour sa propre consommation. Vous écoutez La Première, c'est Paléofutur avec Laurent Haug, investisseur en technologie numérique, avec notre paléofuturiste en chef. On explore le passé comme ça pour mieux comprendre notre présent. Donc vous nous avez dit, Laurent, que il y avait eu tout un cycle par rapport à la perception de la drogue et à la place de la drogue dans la société. On se soignait d'abord dans l'Antiquité, après c'est devenu un produit cool, récréatif. Ensuite, il a été commercialisé en masse, et puis on arrive aux premières lois restrictives, et puis à ce point de bascule aux États-Unis en 1919. En 1919, c'est quand on est à l'opposé du début, on est à l'opposé des loisirs, on est à l'opposé de quelque chose de positif. Là, la Cour suprême dit, maintenant, c'est terminé, on arrête les drogues, y compris la morphine. Et du coup, ça ouvre une nouvelle ère, c'est l'ère de l'interdiction totale. Alors, le problème, c'est que on laisse énormément de gens dépendants sans aucune solution, notamment les soldats qui sont revenus morphinomanes des guerres. Et il y a un effet pervers immédiat, c'est que l'interdiction, fait diminuer la quantité de produits à disposition sur le marché, donc les prix augmentent, donc ça génère du trafic, on a plus intérêt, on gagne plus d'argent en trafiquant, et du coup, il y a toute une nouvelle criminalité. Si on revient sur l'histoire de l'alcool, on voit bien que la prohibition n'a pas du tout eu l'effet escompté, d'ailleurs on a fini par l'enlever, mais quand on installe la prohibition, non seulement la consommation ne diminue pas, mais en plus les consommateurs se tournent vers des produits plus concentrés. Pourquoi ? Parce que tant qu'à prendre des risques pour transporter de l'alcool, autant en transporter du plus concentré possible, puisque en moins d'espace, on va faire passer plus de valeur. Arrivent des produits de mauvaise qualité, qui sont coupés, qui donc sont plus dangereux pour la santé, le marché noir explose, et avec tout ça, le lot de criminalité et de violence. Surtout qu'à l'époque, les pays du monde entier se sont alignés sur la politique des États-Unis. Tous les pays suivent, la liste des drogues interdites s'allonge. Alors en France, c'est l'absinthe et le cannabis, par exemple, qui sont interdits pendant la guerre 14-18, au motif que ça affaiblit les soldats. Ce qui n'empêche pas au passage à l'État de fournir un peu de vin Mariani à la cocaïne aux gens qui sont dans les tranchées. Mais voilà, il y a vraiment cette attitude qui est très très ambivalente avec les États, qui essaient de trouver un équilibre entre le pour et le contre. Mais à ce moment-là, on dit vraiment stop. Il y a une sorte de tango dramatique entre les États, une danse comme ça, une danse du diable, si l'on était poétique, on pourrait le dire. Il y a comme ça une espèce de relation bizarre entre la drogue et la société. En allant voir dans le passé, en regardant l'histoire de ces différentes substances, de l'opium, du cannabis, du tabac, de la cocaïne, de l'héroïne, on voit que y a un phénomène qui se reproduit tout le temps. Donc apparition d'une nouvelle drogue ou d'une nouvelle variante de drogue, un produit nouveau. Deuxièmement, une sorte de temps de tolérance. Les méthamphétamines, par exemple, la RTS les faisait tester en direct à la télé à des volontaires en 1966. C'est vrai. Et puis 3, on détecte qu'il y a un problème de santé publique. Et 4, il y a une réaction sécuritaire avec prohibition. Donc si on revient sur le LSD, c'est en 73. Renforcement de l'arsenal juridique, durcissement des peines. Et toujours le marché noir qui se développe juste après. Avec, malheureusement, le développement des filières criminelles, le début d'une lutte qui est coûteuse contre les revendeurs, les consommateurs, les trafiquants, mafia, cartel, narco-état. La réaction sécuritaire nationale s'accompagne d'accords internationaux qui visent à contrôler tout ça à un niveau global. Et puis là, après ça, il y a 2 cas de figure. 1, l'apparition de nouvelles drogues, et donc on repart dans ce même cycle. Et 2, c'est un peu ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est un retour en arrière.
La drogue, avec les sex shops et les prostituées en vitrine, appartient au cliché cultivé à propos de la Hollande permissive. Mais la société hollandaise, une fois de plus, montre ici sa souplesse. À Amsterdam, les rescapés de la contestation ont tout loisir d'amarrer leurs péniches le long des canaux et d'y cultiver du cannabis. Aux Pays-Bas, on ne fait pas nécessairement la chasse aux originaux. Moi, je suis en train de faire de la Marisiane du shit. Une question qu'on peut se poser, c'est que toute cette débauche d'énergie contre les drogues, est-ce que ça marche ? Et quand on regarde les moyens engagés, les résultats, on a plutôt tendance à se dire que non. Depuis les années 70, la production et la consommation de drogue ont très nettement augmenté. Les zones de production se sont diversifiées. Et puis la croissance les produits illégaux disponibles sur le marché n'arrêtent pas de croître. Alors il y a quelques chiffres qui sont assez effarants. En 1995, après 30 ans d'efforts, la DEA, le gendarme américain des drogues, conclut que la disponibilité et la pureté de la cocaïne, l'héroïne sont plus élevées que jamais. La production de cannabis, de cocaïne et d'héroïne n'a pas diminué dans la plupart des pays producteurs. Aux USA, le nombre de consommateurs est stable depuis 25 ans. Il y a eu le fameux plan Colombie entre 2001 et 2006, 4 milliards investis pour aller mettre du glyphosate sur les champs des cartels colombiens. Et bien pourtant, entre 2005 et 2006, la production de coca augmente. En Afghanistan, 20 ans d'efforts de la communauté internationale contre la drogue. Là aussi, les résultats ne sont pas bons. En 1999, 4565 tonnes d'opium produites. En 2016, donc 17 ans plus tard, 4800 tonnes d'opium produites. Donc, ça ne marche pas vraiment. Public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. Depuis 10 ans, la logique américaine est de moins en moins suivie. Aucun État, malgré d'importantes ressources financières, humaines, techniques, politiques, ne peut empêcher la production illégale, la production massive de drogue illégale. Et donc on rentre dans une nouvelle étape de rapport à la drogue. Il y a des voix qui s'élèvent pour qu'on essaye de prendre le problème autrement, peut-être d'une logique illusoire de drug-free world, de monde sans drogue. On essaye d'aller vers plutôt de la gestion des dommages, damage control. Ça commence par exemple dans un pays comme le Portugal qui dépénalise en 2001. En Suisse, on n'est pas en reste avec la politique menée par Ruth Dreyfus autour des produits de substitution. Et ça s'accélère. Février 2008, le président du Honduras, Manuel Zelaya, demande qu'on légalise les drogues pour limiter les violences liées au trafic. 70% des meurtres dans le pays sont liés au trafic de drogue. Selon Zelaya, c'est pareil au Guatemala, au Salvador, au Costa Rica, au Mexique, donc des graves problèmes sociaux. Janvier 2012, c'est le président colombien Manuel Santos qui lance un appel pour un débat mondial sur la légalisation des drogues. En 2014, la Commission globale de politique en matière de drogue appelle à la dépénalisation des drogues, en particulier des drogues injectées qui sont responsables de la propagation de pathologies comme le VIH, en parfaite contradiction avec la politique de l'ONU. On disait au début de cet épisode de Paléo Futur que la drogue continuait encore et encore depuis des siècles d'être dans l'actualité, dans le débat public, dans la société. Ça va continuer, ça va jamais finir. Ça va jamais finir parce qu'il n'y a pas de solution simple. On a l'impression que cette danse entre société et drogue vient d'une chose, c'est qu'il faut trouver un équilibre entre deux extrêmes qui sont bons ni l'un ni l'autre. Complètement banalisé, ça marche pas. Complètement pénalisé, ça ne marche pas non plus. On voit que le curseur bouge avec le temps et avec les époques. On est plutôt dans une période, en tout cas dans nos pays, où le curseur a l'air de repartir vers la dépénalisation et la libéralisation. Mais si le débat n'en finit pas depuis des millénaires, soyons humbles, c'est peut-être qu'il y a de bonnes raisons à ça, et que la solution, c'est un fragile consensus qu'il faut constamment réexaminer. Laurent Haug, paléofuturiste, merci beaucoup pour ce voyage dans le temps. Merci aussi à notre farfouilleur en chef pour Paléo Futur, Jean-Christophe Piot. À tout bientôt sur La Première, Laurent. Bon week-end à tous. Paléo Futur sur La Première.